1995, Nick Leeson, trader à la banque Barings, banque fondée en 1762, c'est quand même pas rien, prend des poses de mammouth sur les marchés à terme à Singapour et perd 800 millions de pounds. Il s'est notamment planté parce qu'il y a eu le tremblement de terre de Kobe qu'il avait évidemment pas vu venir. Sauf que ces pertes vont entraîner carrément la faillite de la banque. Et puis évidemment, en 2008, Jérôme Kerviel refait la même chose. Il prend des poses de mammouth sur les marchés à terme et il fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Et une fois qu'on a évoqué ces fun facts, en général, il y a deux réactions. C'est quand même des gros badass. Enfin, c'est pas possible, ils détruisent notre société. Donc, c'est le moment d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un trader et à quoi ça sert. Du coup, là, on ne peut pas y couper, on va être obligé de passer par des définitions un peu chiantes. Alors, je vais essayer d'expliquer au mieux, au plus vite, mais ça va pas être facile. Première définition relou, qu'est-ce que c'est qu'un produit financier ? Pour les entreprises qui décident de se financer sur les marchés, il y a deux options, les actions, les obligations. Les premières sont des titres de propriété. Les investisseurs qui achètent ça sont appelés des actionnaires. Et les actionnaires possèdent la société. Exemple, si une entreprise AVC décide d'émettre 100 actions sur les marchés financiers, si moi j'en achète 12, je détiens 12% de cette société. D'un autre côté, on a le marché de la dette. Et ici, ça fonctionne de la même manière que quand vous allez demander de l'argent à votre banquier. Il vous prête de l'argent, il va falloir le rembourser. Pour les entreprises, c'est la même chose. Elles s'engagent à rembourser à échéance, moyennant un paiement d'intérêt régulier durant toute la vie du produit financier. Et ça s'appelle une obligation. Ok, là on a couvert les produits financiers classiques, les actions, les obligations, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Il y a un truc que j'ai oublié de dire quand même, c'est que le marché de la dette, donc les obligations, est juste plus de 3 fois plus important en volume que le marché des actions. Pour donner un ordre de grandeur, les actions, c'est environ 70 000 milliards de dollars de capitalisation. La dette, c'est plus de 200 000 milliards. Et évidemment, quand je parle de la dette, je parle de toute la dette. C'est-à-dire que là, on parle de la dette des entreprises, mais aussi de la dette des États. Troisième produit financier, les devises. Le marché des devises, c'est probablement le marché le plus liquide, dans le sens où il y a le plus de volume d'échanges tous les jours. Le marché des devises, c'est pas bien compliqué. Si vous avez des euros et que vous voulez des dollars, et ben vous les échangez contre des dollars. Donc voilà, j'ai 10 euros, tu as 12 dollars, on se les échange. On échange dans un peu toutes les devises, et le dollar, évidemment, est la devise la plus échangée. Mentionnons également le marché des commodities ou matières premières. Ça, c'est plutôt intuitif. On a les matières premières agricoles d'un côté, blé, maïs, soja, etc. Et de l'autre côté, on a les matières premières minières. Et là, on a le pétrole, le gaz, tous les métaux. Et là, on devrait parler des produits dérivés. Et on ne va pas en parler plus que ça parce que c'est trop long et il n'y a pas le temps et c'est un petit peu prise de tête. Et en fait, on va en parler quand même un tout petit peu parce que j'en aurai besoin après. Du coup, si j'explique pas, c'est chiant. Dans les produits dérivés les plus connus, on trouve les options, les swaps, les futurs, les warrants, toutes ces histoires de asset-backed securities, mortgage-backed securities. La crise des subprimes est essentiellement due aux dérivés de crédit. C'est chaud, c'est chaud. S'il y a un truc à retenir sur les produits dérivés, c'est que les traders les utilisent pour se protéger contre certains risques. Voilà, on ne dit pas plus que ça. Ok, cool. Bon, alors maintenant on sait, un trader ça achète et ça vend des produits financiers, et les produits financiers, on vient de les définir. Bon, maintenant il y a quand même un truc. Nick Leeson et Jérôme Kerviel, ils travaillaient dans des banques. Or, la définition de trader que j'ai donnée, il n'y a pas nécessairement besoin de bosser dans une banque. Après tout, si vous décidez d'aller acheter des actions Apple, ça fait de vous un trader. Vous avez acheté un produit financier. Donc, il faut faire une deuxième distinction. Il y a deux types de traders. Il y a les traders investisseurs et les traders market makers. Les traders investisseurs, c'est vous, si vous décidez d'aller acheter des actions. Et c'est également tous les pros, tous les super balèzes dont on entend parler, fonds d'investissement, hedge fund, fonds de pension, OPCVM, etc., etc. Donc en plus des particuliers qui placent leur argent eux-mêmes sur les marchés, il y a des professionnels dont c'est clairement le métier. Et l'argent qu'ils placent sur les marchés n'est pas le leur, ça peut, mais en général c'est pas le leur. Et si c'est pas le leur, c'est parce que c'est le vôtre. Potentiellement celui des entreprises, mais enfin d'une manière générale, l'épargne,
l'épargne, elle atterrit sur les marchés financiers. Dans les différents produits que proposent les banques de détail, il y en a une bonne partie qui atterrit dans les mains d'un gérant d'actifs qui ensuite place cet argent sur les marchés financiers. Très bien. Ces professionnels des marchés, on les appelle des investisseurs institutionnels. Et ces gars-là, ce sont les clients des banques d'investissement. Bien, les investisseurs sont des clients et le trader, c'est un grossiste. Le trader qui travaille à la banque, le trader market maker, c'est un grossiste. Il gère un stock de produits financiers. Quand le client vient le voir, si le client est acheteur, son rôle, c'est d'avoir prévu le coup et d'avoir en stock exactement le produit que veut acheter le client. Et si le client est vendeur, c'est d'être capable de pouvoir acheter, d'avoir suffisamment de réserves pour être capable d'acheter ce produit et d'aller le stocker. Du coup, les investisseurs font leur shopping chez les traders. Alors maintenant qu'on a bien compris le rôle du trader qui travaille dans une banque, on se dit, mais comment il gagne de l'argent? Finalement, si c'est un grossiste, vous avez dû le deviner, c'est assez simple. Il achète juste plus bas que là où il revend. Ça s'appelle le bid-ask, vous en avez peut-être entendu parler, le fameux bid-offer, bid-ask, le spread, tout ça en fait c'est juste ça. Le trader il achète sur le bid et il revend sur le ask. Il se trouve que le ask il est au-dessus du bid, donc forcément ils sont censés faire de l'argent. Et là ça va devenir chaud. La difficulté c'est qu'un trader n'est pas là pour parier sur la hausse ou la baisse des marchés financiers. Quelle que soit la tendance de marché, que ce soit une tendance haussière ou une tendance baissière, le trader doit rester flat, c'est-à-dire qu'il ne doit ni gagner ni perdre d'argent. Le mec est assis sur tout un stock de produits financiers, donc comment est-ce qu'il va faire pour éviter de gagner ou perdre de l'argent quand les marchés vont monter ou baisser? Et bien il va mettre en place ce qu'on appelle un hedge ou une couverture. Et là, on retombe sur les produits dérivés. C'est la vente de produits dérivés qui permet de mettre en place le hedge, de mettre en place la couverture. Mais il y a évidemment un problème. Le problème, c'est que une couverture parfaite, ça n'existe juste pas. On ne peut pas se hedger complètement. Et c'est donc là qu'on comprend la plus-value du trader. Il doit gérer un inventaire, sentir un petit peu avant que ça se passe qu'est-ce que les clients vont faire. Est-ce qu'ils vont être plutôt acheteurs de ça, vendeurs de ça pour bien gérer son inventaire? En plus, il est en compétition avec tous les autres traders, donc certes il achète en bas et il vend en haut, mais le spread est faible et en général il y a beaucoup de compétition. Et en plus de ça, il doit mettre en place un hedge qui va lui permettre de ne pas perdre trop d'argent quand les marchés baissent et évidemment d'en gagner le plus possible quand les marchés montent. Et c'est là qu'est le nœud du problème. Avec un hedge imparfait, la banque est obligée de laisser un petit peu de marge de manœuvre aux traders. Elle sait bien que de toute façon, avec la hausse ou la baisse des marchés, les résultats du trader vont être impactés. Donc, le trader a le droit de faire un petit peu comme s'il était quand même un investisseur. Maintenant, rajoutez à cela les ressources d'une banque d'investissement qui sont juste énormes par rapport à certains fonds d'investissement qui, eux, ont des ressources somme toute limitées. Et c'est parti Nick Leeson et c'est parti Jérôme Kerviel. Après, des mecs qui perdent de l'argent en finance et qui ne travaillent pas dans des banques, il y en a aussi. On en entend juste moins parler. Amaranth Investor en 2006 perd 6,5 milliards de dollars. LTCM en 98, 5,8 milliards de dollars de pertes. Soros Fund en 87, 1,5 milliard de dollars de pertes, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça n'a peut-être pas été évident, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à commenter, posez-moi des questions. J'y répondrai autant que possible. Je ne veux pas dédier la chaîne que à la finance ou à l'économie, mais on en parlera parce que c'est un petit peu mon domaine. J'ai envie de parler aussi de plein d'autres choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça et à vous abonner. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la regarder ultérieurement. Il y a des trucs que vous avez dû manquer. À bientôt.